Bonne fête de la Tabaski, mesdames, messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Appel fort à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation, des propos fort évocateurs du colonel Assimi Goïta à la veille de la fête de la Tabaski, mais surtout après la décision de lever des sanctions de la CEDEAO, un discours qui invite justement tous les Maliens à se consacrer ou alors à participer activement au développement de l'État du Mali. À quoi s'attendre? Quels enjeux même autour de cette invitation assez poignante du colonel Assimi Goïta à l'endroit de tout le peuple malien? Est-ce un nouveau départ ou alors est-ce le point de départ d'une nouvelle ère? Un autre sujet, mesdames, messieurs, qui suscite mécontentement et frustration de la part de la société civile et de nombreux panafricanistes, c'est le retour de l'ancien président Blaise Compaoré, ce retour qui est considéré comme une injustice notoire, et il convient de relever que le colonel Damiba a essayé, a tenté justement de rassurer l'opposition, mais surtout la société civile sur la nécessité de voir en cela plutôt un acte de réconciliation, mais pas le début ou alors le fait justement de soutenir l'impunité. Et pour les panafricanistes, il est important de revenir sur les fondamentaux, notamment refonder l'État, mais surtout consolider les acquis démocratiques. Alors, la question qui revient autour justement de cette table aujourd'hui dans le cadre de ce programme Mérite panafricain des Premières Dames, à quoi s'attendre au regard du retour de Blaise Compaoré? Et pour en parler, des invités de haut renom. Monsieur André Christelle Fanga, bonsoir. Alors, Céleste Capen, bonsoir. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui sont scotchés à ce programme. Merci de m'avoir invité pour discuter justement des sujets extrêmement importants qui concernent notre continent. Et c'est un plaisir renouvelé de vous recevoir sur ce plateau et surtout en ce jour spécial de la fête de la Tabaski. Un autre invité, pas des moindres, ce soir, Monsieur Jonathan Badé. Bonsoir. Bonsoir à mon éminent aîné, le pasteur Fanga. Bonsoir à nos illustres invités dans le Zoom. Bonsoir à tous les Africains, les panafricanistes. Bonne et heureuse fête de la Tabaski, Eid Moubarak, comme ça se dit, à toute la communauté musulmane d'Afrique et du monde. Bonsoir à tous les techniciens qui rendent l'image, la qualité d'image impeccable pour que nos téléspectateurs puissent se régaler. À la direction générale également, nous adressons un salut aux autorités du Cameroun et particulièrement aux forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Vous êtes sociopolitiste, on n'oublie pas que M. André Christelle Fanga, analyste politique, sans oublier directeur de publication de la Dépêche de Midi. En multiplex, M. Nestor Podassé, bonsoir. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Et salut le PDG d'Afrique Média, tous les techniciens d'Afrique Média qui avaient un travail dans l'ombre afin que nous puissions vraiment réaliser l'émission. Je souhaite bonne fête à tous les musulmans dans tous les 4 coins d'Afrique ainsi qu'à la diaspora. J'ai une pensée pieuse pour les déplacés internes au niveau de Burkina Faso. Il y a d'autres qui ne savent même pas aujourd'hui que c'est la fête. Il y a d'autres qui n'ont même pas à manger aussi. Et j'ai une pensée pour toutes ces personnes-là. Et je vous souhaite bonne émission. Et surtout, merci pour votre disponibilité, Monsieur Nestor Podassé. Vous êtes activiste panafricaniste. Monsieur Issa Diawara, bonsoir. Bonsoir à vous, Madame Céleste. Bonsoir à Nestor, bonsoir à tous les autres, à Michel-Luc Michel. Et bonsoir à tous les Cameroun, bonsoir à toute l'Afrique. Merci. Luc Michel, bonsoir. Bonsoir à vos invités sur le plateau et sur le Zoom et surtout à nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Et c'est un plaisir également de vous retrouver, de vous savoir présent comme expert, précisément comme géopoliticien dans le cadre de ce programme Mérite panafricain des premières dames. Et chers invités, chers téléspectateurs, je vous invite à présent à revivre encore les temps forts du discours ou alors de l'allocution du colonel Assimi Goïta qui justement a appelé tous les Maliens à défendre ou alors à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation. On se retrouve juste après. Que la CEDEAO avait prise à l'encontre de notre pays. Par la même occasion, tirer les leçons d'une épreuve qui nous avait été imposée et évoquer les défis qui sont les nôtres pour le reste de la transition. Je voudrais avant tout adresser mes sincères remerciements au peuple malien pour sa gigantesque mobilisation de soutien le 14 janvier 2022, suite à l'appel des autorités de la transition. Ce jour-là, le peuple avait fait parler sa fibre patriotique et exprimé sa détermination à être désormais maître de son destin. Il avait par la même occasion démontré la forte légitimité des autorités de la transition. Je remercie l'ensemble des couches de la population pour leur engagement et leur résilience, notamment les opérateurs économiques du secteur formel et informel, les salariés de l'administration et du secteur privé, les syndicats, les leaders d'opinion, religieux et culturels, les Maliens de la diaspora et le monde rural qui ont tous soutenu les efforts du gouvernement. Je remercie particulièrement les agents du secteur de l'économie et des finances pour leur gestion efficiente de cette crise. Il me plaît aussi de remercier vivement l'ensemble des panafricanistes qui ont exprimé leur sympathie et montré leur soutien constant à la cause du peuple malien, à travers des manifestations, des déclarations ou même des marches sur des milliers de kilomètres au mépris de tous les risques encourus. Ces prises de position ont sans aucun doute conforté la lutte des Maliens. Le peuple malien ne saurait oublier aussi la grande marque de fraternité et de solidarité dont il a bénéficié de la part des gouvernements des républiques sœurs de la Guinée et de la Mauritanie, qui ont laissé leurs frontières ouvertes à la circulation des marchandises et accordé toutes les facilités dont le Mali avait besoin en ce moment difficile. Mes chers compatriotes, nous avons tous été surpris de voir que les sanctions prises par la CEDEAO contre notre pays ont été la seule réponse face à la volonté des Maliens de refonder l'État après de multiples crises politiques que le Mali a connues. Cette volonté du peuple a été fortement réaffirmée au cours des assises nationales de refondation qui ont fait des recommandations dans tous les domaines de la vie nationale pour éviter à notre pays un éternel recommencement. De l'avis général des Maliens, la transition est le meilleur moment pour procéder à des réformes qui sont de nature à ramener la stabilité politique et sociale. C'est ainsi que nous avons engagé des actions fortes pour répondre à ces vœux ardents du peuple. Il s'agit notamment de la mise en place de deux organes importants pour la suite de la transition, à savoir le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation et la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Mes chers compatriotes, il est évident que notre approche n'a jamais consisté à remettre en cause le retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, ceci devrait se faire dans des conditions de sécurité et de stabilité. Dans ce contexte, il me plaît de saluer la montée en puissance des forces armées maliennes qui remportent des victoires éclatantes sur les groupes terroristes. Ces derniers, dans leur débandade, n'ont d'autre stratégie que de s'attaquer aux paisibles citoyens, sémant la mort et la désolation dans certaines localités. Ils doivent cependant comprendre que les forces armées vont continuer leurs offensives pour les traquer partout afin de ramener la paix et la quiétude sur l'ensemble du territoire. Pour ce faire, les autorités de la transition ne feront économie d'aucun moyen. Aussi, le gouvernement travaille au retour de l'État dans toutes les zones affectées par les actions des terroristes. Ceci est une condition sine qua non pour la mise en place des services sociaux de base qui devront soulager et améliorer les conditions de vie des populations. Mes chers compatriotes, l'heure est à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation. Le combat du développement est celui qui devrait occuper toutes les Maliennes et tous les Maliens. Nous avons beaucoup appris des sanctions qui nous avaient été imposées. Le meilleur est à venir. Plaise à Dieu.
Mes chers compatriotes, nous nous réjouissons que la tension née des divergences entre les exigences de la CEDEAO pour des élections rapides et la volonté de notre peuple de créer les conditions d'une stabilité politique durable soit désormais dissipée. Pour ce qui nous concerne, nous sommes toujours évertués de bonne foi à démontrer la justesse et la légitimité de notre démarche fondée sur les aspirations profondes de notre peuple et réaffirmée au cours des assises nationales de la refondation. La vocation panafricaniste du Mali ne sera jamais démentie et notre pays œuvrera toujours pour consolider la solidarité entre les peuples africains et favoriser l'unité africaine. Je tiens donc à adresser mes sincères remerciements aux chefs d'État de la CEDEAO pour leur accompagnement en vue de la réussite de la transition. Je voudrais également remercier toutes les bonnes volontés qui se tiennent aux côtés du Mali pendant ces moments difficiles et qui soutiennent ses efforts pour sortir de la crise multiforme qu'il connaît. Mes chers compatriotes, malgré les difficultés liées au contexte national et international, la transition se poursuit sous de meilleurs auspices. Toutefois, nous devons continuer de rester vigilants et poursuivre nos efforts individuels et collectifs de construction nationale avec plus de rigueur et d'engagement. Nous devons également avancer avec détermination et responsabilité dans les réformes politiques et institutionnelles engagées, ainsi que dans les actions de développement afin de permettre à notre pays de retrouver la stabilité politique et sociale et créer ainsi les conditions d'épanouissement de tous les Maliens. En cette veille de la célébration de la fête d'Eid el-Kébir, j'adresse à la communauté musulmane et au peuple malien tout entier mes vœux de bonne. Alors, vous l'avez si bien suivi, invitation de tout le peuple malien, une participation active au développement du pays. Il a souligné également que des réformes sont en cours au Mali, notamment la mise en place du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, sans oublier la commission rédaction de la nouvelle constitution, ceci pour assurer le bon processus de transition. Alors, monsieur André Christelle Fanga, quelle appréciation faites-vous de prime abord? Alors, la première des choses que je peux apprécier de la posture et de la déclaration du président élu du Mali, le président Assimi Goïta, colonel Assimi Goïta, c'est qu'il a pris la mesure de la situation. Et il sait ce que le peuple traverse. Et ça, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Ça veut dire qu'il comprend le peuple, il vit avec le peuple, il communique avec le peuple et il sait ce que le peuple attend. C'est pour ça qu'il remercie d'abord le peuple pour les efforts consentis. Parce que s'il n'y avait pas la volonté du peuple par rapport à cette situation, le Mali serait déjà à feu et à sang. Je pense qu'il a bien compris. Et nous aussi, nous tenons ici à remercier ce peuple-là qui a tenu, qui continue à tenir et qui va davantage tenir face aux enjeux mondiaux. Parce que le Mali, face aux sanctions, parce que ça c'est post-sanction maintenant, on parle du Mali post-sanction, n'est-ce pas? C'est-à-dire on a déjà levé les barrières, on a déjà levé tout ce qu'il fallait. Il y a d'autres enjeux maintenant qui se présentent maintenant après cette levée des sanctions. Alors, la CEDEAO doit être condamnée. La CEDEAO doit payer pour le mal qu'ils ont fait au Mali. La CEDEAO, vous savez qu'il y a une décision de justice qui a été prise par la commission de l'UEMOA, je vous appelle pour de justice de l'UEMOA, quelque chose comme ça, qui a condamné la CEDEAO, qui a condamné cette décision-là. Donc, si injustement vous avez sanctionné un peuple, alors vous devez arranger la situation. Les dommages, vous devez payer les dommages. Et je pense que le colonel Assimi Goïta a compris et continue à mobiliser le peuple pour qu'ils puissent avancer ensemble pour les prochains défis qui se présentent devant eux. Parce qu'il y a des défis qui se présenteront, qui sont même déjà là.
Et dans ses propos, vous avez vu quelqu'un de rassurant, qui est rassuré par rapport à la situation que le Mali traverse. Et l'art oratoire. C'est rare de voir un militaire. On sait que les militaires sont quand même des gens qui ne parlent pas beaucoup. Et quand on regarde Assimi Goïta, on voit un homme politique bien aguerri. Non plus seulement un militaire, mais déjà un homme politique qui sait s'adresser à son peuple, qui comprend les doléances du peuple. Parce que nous avons des hommes politiques ici, dans notre continent, qui ne savent même pas ce que le peuple traverse comme difficulté, qui ne savent même pas si le prix du pain, ou bien du blé, ou bien du riz, ou bien ça a augmenté. Pour eux, ça va. Ça n'a aucune incidence parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe. Mais je pense qu'aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta, président élu de la République du Mali, s'est exprimé et a encouragé son peuple à continuer dans le bon sens. Donc, nous allons continuer à soutenir ce peuple-là pour qu'il puisse s'en sortir davantage, parce que le plus dur reste à venir. Parce que ça, c'est une stratégie. La levée des sanctions n'est pas un aveu d'échec de la CEDEAO ou bien des patrons de la CEDEAO. Je ne parle pas de Ouattara ou bien de Macky Sall. Les patrons de la CEDEAO sont ailleurs. Vous les connaissez tous, ou bien de Nana Akufo-Addo. Je ne parle pas d'eux. Je parle des vrais patrons de la CEDEAO qui en veulent au Mali, qui sont à l'extérieur. Ils ne vont pas s'arrêter de si bon chemin. Donc, ils vont continuer à vouloir mettre le Mali. Et d'ailleurs, même, on a annoncé une attaque de l'OTAN. Vous comprenez un peu? On a annoncé une attaque de l'OTAN quelque part. Mais, comme on le dit, nous attendons de pied ferme. Le Mali a gagné une première guerre, qui est la guerre du panafricanisme, du patriotisme, la guerre de la souveraineté. Maintenant, il faut continuer à gagner la bataille de la survie, c'est-à-dire l'alimentation, de l'économie et des finances. Merci pour cette première intervention, M. André Christelle Fanga. Alors, M. Luc Michel, appel fort de tous les Maliens à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation. Quelle est votre grille de lecture, surtout dans un contexte post-sanction, on va le dire ainsi? Écoutez, c'est le retour des militaires révolutionnaires progressistes en Afrique. Le colonel Goïta, il marche sur les pas de Nasser, de Kadhafi et de Sankara. Ce sont des gens qui ont une conscience révolutionnaire, qui n'ont plus aucun lien avec l'impérialisme et surtout qui sont en phase avec leur peuple pour faire la révolution. Il y a aujourd'hui en Afrique la renaissance d'une Afrique progressiste. Moi, j'ai vécu la destruction de la Jamaïria. En 2011, pour soutenir Kadhafi, il n'y avait personne, à part le président Biakdeba Bassongo et Robert Mugabe. Tous les autres se sont tus ou tous les autres ont trahi avec des impérialistes. Aujourd'hui, il y a une Afrique réactionnaire qui se réorganise. C'est le lien avec notre deuxième sujet. C'est ce bloc au sein de la CEDEAO en particulier, formé de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Niger. Mais face à cela, il y a aujourd'hui une Afrique progressiste, avec notamment l'axe Alger, Bamako, Moscou. C'est très important parce que cette dimension du combat, elle dépasse de loin l'Afrique. Elle est en liaison avec les autres fronts où les peuples sont en lutte contre l'impérialisme, en Ukraine ou en Syrie. Ce n'est pas pour rien si Bachar el-Assad en Syrie, Assimi Goïta au Mali ou Vladimir Poutine en Ukraine, ils parlent le même langage. C'est un monde multipolaire qui se dresse. C'est, en tout cas, pas la fin, mais le début de la fin, le commencement de la fin, comme disait Churchill, de l'impérialisme et de l'exploitation. Monsieur Jonathan Batengene, je vous renvoie la question. Vous avez écouté le colonel Assimi Goïta qui est revenu sur des aspects stratégiques tournant autour du processus de transition. Alors, quelle appréciation faites-vous? Le colonel Assimi Goïta, il faut noter qu'il réalise ce discours exactement 6 jours après la levée de l'embargo qui pesait sur son pays.
il essaye de dresser un bilan. Il essaie de projeter son pays dans une perspective à court terme. Il explique au peuple malien que dans la marche qui a commencé avec le gouvernement de transition, les choses n'ont pas toujours été roses du point de vue du contexte international. Il tire les leçons de ce contexte. Il montre clairement que le Mali a réussi à identifier les forces les goulots d'étranglement qui auraient pu créer un cercle vicieux dans le cadre de sa marche vers le développement, mais surtout de sa marche vers une certaine émancipation. Il tire des conclusions au niveau de l'embargo parce qu'il dit l'embargo nous a donné des leçons. Et ces leçons, c'est quoi? D'abord, l'embargo a montré aux Maliens qu'il n'était pas nécessaire de coopérer avec les instruments financiers sous-régionaux comme l'UMOA, la BCEAO, et que le gel de ces avoirs n'était pas synonyme de suicide collectif de la nation malienne. Il note également que, parmi les leçons tirées, le Mali n'a pas cessé de fonctionner en tant que nation sur le plan économique. Il y a des secteurs d'activité qui se sont beaucoup mieux portés et qui ont permis aux Maliens de découvrir leur réelle force. Il note aussi certainement là que les Maliens, il est impossible de les faire vivre en autarcie, dans la mesure où les communautés transnationales ne peuvent pas toujours obéir aux mots d'ordre pris par des politiques, surtout si ces mots d'ordre sont illégaux et illégitimes, comme ce qui a été observé pendant la période d'embargo. Il dit que maintenant, le Mali a besoin de toutes ses forces. Il ne faut pas voir là simplement un message adressé à tous ses partisans au Mali. Il lance un appel fort qui résonne au-delà des cadres de ses partisans et qui veut aller piocher même parmi ceux qui ne l'ont jamais eu en affection, dans cette opposition que l'on a souvent soupçonné d'être extravertie. Il veut les inviter désormais à rejoindre les rangs et aller tous ensemble, tous azimuts, vers une vision commune. Le président Assimi Goïta est en train là de fixer aussi les bases d'une véritable réconciliation avec l'ensemble du peuple malien. Ce discours qu'il prend, c'est une invitation pour que les Maliens acceptent de déposer la hache de guerre et que ceux qui ont encore des velléités du point de vue politique arrêtent de simplement lire les choses de leur simple prisme, sur le simple prisme qu'ils adoptent, et qu'ils regardent le Mali comme étant leur propriété collective et qu'ils essayent de faire des compromis avec la nation telle qu'elle se comporte actuellement. Donc, le président Assimi Goïta se veut être rassembleur. Et il choisit la période en pleine fête musulmane de la Tabaski. Vous savez que le Mali, c'est un pays à dominance musulmane. Il invite donc l'ensemble de la population malienne à profiter de cette fête pour avoir son temps de recueillement, son temps d'introspection. Et il voudrait voir, il nous dit là, qu'il voudrait que sa transition soit inclusive. Pas une transition exclusive. Pas une transition qui va amener deux factions du peuple à se dresser en chien de faïence, à s'observer et puis à créer une configuration qui demain pourrait rendre l'atmosphère politique invivable. Le président Assimi Goïta est véritablement dans son rôle de président de transition, c'est-à-dire celui qui prépare, qui facilite la réconciliation et prépare le pays à véritablement décoller comme une nation unie, ce qui a beaucoup manqué lorsque les terroristes et même les rebelles ont commencé à frapper ce pays en 2012. Merci, Monsieur Jonathan Batengene, pour ce premier jet d'intervention. Alors, Monsieur Issa Diawara,
Le colonel Assimi Goïta, dans son discours, est revenu sur des points clés, notamment concernant les réformes mises en place, en l'occurrence de la mise en place, on va le dire ainsi, de 2 organes, notamment le comité indépendant de suivi et évaluation, des recommandations des assises nationales de la refondation et la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Alors, un discours également du colonel Assimi Goïta qui souhaite ou alors qui vise à rassembler toutes les populations, car il parle ici de l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation. Alors, Monsieur Issa Diawara, quelle est votre lecture même de la situation qui prône aujourd'hui au Mali? Ok, merci madame. Une fois de plus, je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane et même à l'humanité tout entière. Et moi, c'est doublement la fête. C'est la fête de Tabaski et aujourd'hui aussi, c'est mon jour d'anniversaire. Donc, ça me fait 2 fêtes aujourd'hui. Ok, ceci étant le discours du colonel Assimi Goïta, permettez-moi de joindre ma voix à celle, en tout cas l'analyse de mon frère Jonathan, qui vient de faire une très belle analyse. Et d'abord, il faudrait retenir que c'est le premier discours depuis la levée des sanctions. C'est très important de souligner cela. Ensuite, il a beaucoup insisté, il a beaucoup salué sur la journée du 14 janvier. Il a beaucoup insisté sur la journée du 14 janvier, qui est la journée de la grande mobilisation au niveau du monument de l'indépendance. La journée qui a vu mobiliser plus de 4 millions de Maliens pour dire non à ces sanctions de la CEDEAO, non à la mainmise de la France. C'est très important de souligner cela. Et il a beaucoup remercié les peuples maliens, surtout les panafricains. Il a beaucoup remercié les panafricains et il a même salué les marcheurs, ceux qui ont marché de Dakar jusqu'à Bamako, tout comme de Conakry jusqu'à Bamako. Il a salué particulièrement la Guinée, la Mauritanie, qui sont vraiment des républiques sœurs, comme il l'a si bien dit, tout en regrettant le timing des sanctions de la CEDEAO. Il est important de souligner cela. Et il n'avait pas compris pourquoi les sanctions de la CEDEAO, il ne comprend toujours pas, puisque ces sanctions sont contradictoires à la volonté du peuple malien, à l'avis majoritaire des Maliens. Parce que les assises nationales, en tout cas aujourd'hui, font d'office de légitimité populaire ici au Mali. C'est comme si la CEDEAO avait rejeté les conclusions des assises nationales. Donc les sanctions de la CEDEAO étaient une façon de piétiner la souveraineté du peuple malien. Il appelait à l'union sacrée, bien sûr, autour des organes de la transition pour le développement du Mali, puisque le colonel Assimi Goïta se projette au-delà de ces sanctions de la CEDEAO. Il ne veut pas vivre, je crois, enfermé dans le passé. Il est en train de se projeter déjà dans l'avenir. C'est pourquoi il appelle à l'union sacrée. Il tend la main à tout le monde, y compris à certains politiciens qui sont encore réticents. Donc il a parlé en père de la nation. Il a parlé à celui qui est en train de rassembler les Maliens. Il ne veut pas tomber dans les jeux de la France qui veut qu'il y ait des Maliens divisés, des Maliens d'un autre bord, des Maliens d'autre bord. Diviser le Mali en pro-transition et en anti-transition. Et je pense que le colonel Assimi Goïta a bien fait de prendre les devants, de prendre les dessus. Et c'est ce qui fait de lui d'ailleurs un homme fort du Mali. Aujourd'hui, il a tout le pouvoir pour laisser tomber certains. Mais quand il tend la main, il sait ce qu'il veut pour le Mali. Il sait qu'il veut amener le Mali en un bloc vers en tout cas le meilleur destin. Il a salué la montée en puissance des FAMA et assuré la continuité. Il a garanti que les offensives vont continuer, peu importe les rapports de l'aménagement, les rapports, il ne sait pas de qui, des droits de l'homme ou quoi, Amnesty International. Il dit que les FAMA vont continuer, les forces armées maliennes vont continuer leurs offensives et que les terroristes étaient en demandant. Donc les forces armées maliennes ne vont pas s'arrêter. Madame, ce discours montre aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas qu'un seul bloc au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, ce n'est pas que la France qui manipule. Ça montre que dorénavant, dans la CEDEAO, il y a différentes tendances. Et il faudra compter sur la tendance menée par le Mali. En conclusion, les derniers mots du président, il a dit « Ensemble, nous ferons le Mali quoi ». Qu'est-ce que cela veut dire? En conclusion, il faudra comprendre. Il veut simplement dire que le chemin emprunté est épineux. C'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui est difficile, mais on peut le réussir ensemble pour le bonheur du Mali et pour le bonheur de l'Afrique tout entière.
C'est ce qu'il faudra retenir dans les discours du président de la République. Merci. Yawara, et surtout joyeux anniversaire à vous. Alors nous vous envoyons que dans de positifs en ce jour et pourquoi pas pour le restant, et surtout certains panafricanistes qui vous souhaitent une très longue vie, en parlant même de 100 ans sur terre. C'est tout le mal que nous vous souhaitons. Alors docteur Yantimba, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Capelle. C'est un plaisir de vous retrouver. Ouais, plaisir partagé, voyez-vous. Alors, vous avez écouté de bout en bout ce discours du colonel Assimi Goïta. Nous avons vu, voilà, sur votre visage, un sentiment de joie, une grande euphorie. Permettez-moi, voilà, de lire dans la boule de cristal, du moins, quelle appréciation faites-vous? Un discours qui intervient quelques jours après la levée des sanctions. Écoutez, c'est le discours d'un homme qui sait où il va. D'un homme qui sait que l'objectif n'est pas la polémique, le temps n'est pas à la polémique, le temps n'est pas à la chasse aux sorcières. La CEDEAO a pris une décision il y a quelque temps, elle en a pris une autre il y a peu de jours. Eh bien, on en prend acte et on avance. On avance parce que le destin du Mali n'est pas que le destin des Maliens, c'est le destin des Africains. Et en ce sens-là, on peut comprendre qu'un certain nombre de frères africains aient pu prendre une décision sous le coup de la peur, sous le coup de la colère, sous le coup de quelques vexations nées de l'arrivée de Assimi Goïta au pouvoir, et que après, lorsque les esprits se sont calmés, et donc, comme on dit en seconde réflexion, ou comme le disait un célèbre malien, Madou Ampateba, lorsqu'ils ont fini par tourner leur langue 7 fois, eh bien, ils sont arrivés à la bonne formulation. Donc, il faut accepter les frères tels qu'ils sont. Il faut comprendre que il n'est pas question aujourd'hui de leur reprocher quoi que ce soit. Il est question de leur rappeler simplement que les portes du Mali leur sont ouvertes, que c'est le chez eux, ils savent très bien qu'ils peuvent se rendre à tout moment, et que les Maliens ne demandent qu'une seule petite chose simple, c'est qu'ils n'oublient jamais que eux, les Maliens, sont leurs frères, et que eux, les Maliens, les traiteront toujours en frères. Mais lorsqu'on a une approche aussi de rassemblement, de pondération envers les autres, eh bien, ça ne peut que être pour exprimer encore mieux le fait qu'à l'intérieur même du Mali, on en fait la philosophie de base dans les relations qu'on veut voir s'instaurer entre tous les Maliens. Et on comprend dans le discours donc du président colonel que les Maliens ont besoin de s'unir. Aujourd'hui plus qu'hier, parce que de toutes les façons, ils seront interpellés davantage demain qu'aujourd'hui, et aujourd'hui plus qu'hier. Donc ils doivent être unis, et ils doivent s'assurer de ne jamais oublier quels sont les fondements de la société. Pourquoi une société naît? Qu'est-ce qui fait du Mali une société? Qu'est-ce qui peut expliquer que le Mali aujourd'hui en soit à être non seulement à s'interroger et à se forger un nouveau destin, mais surtout à apprécier une certaine spécificité, une certaine identité par rapport au reste du monde. Et je crois que c'est là probablement l'un des éléments fondamentaux de son discours, et cette base-là qui est rappelée en filigrane, parce que tout le discours d'Assimi Goïta, à mon avis, était un discours économique. On ne l'a peut-être pas très bien... beaucoup ne l'ont peut-être pas perçu comme tel, mais c'est tout ce que j'ai compris, et peut-être que nous pourrions tout à l'heure discuter de plus en profondeur de ces éléments économiques afin de pouvoir étayer le point de vue qui est le mien. Alors, Monsieur Nestor Podassé, est-ce le point de départ d'une nouvelle ère au Mali, ou bien? Oui, je crois à cela, c'est un nouvel départ. C'est un nouveau départ pour le Mali ainsi que toute l'Afrique. Parce que si nous regardons très bien comment les choses se sont passées, les sanctions illégaux que la CEDEAO a infligées au Mali,
et comment le Mali a résisté. Il y avait un élan de solidarité de tous les Africains qui ont soutenu le Mali. C'est-à-dire, si vous regardez très bien, dès qu'il y a eu sanction le 9 janvier, dès le 14 janvier, il y a eu une grande manifestation au niveau du Mali là-bas pour réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. Et dans tous les 4 coins du Mali, même dans les villages, Remakono, Kajolo, tous les petits villages reculés, tout le monde a manifesté pour dire nous sommes avec vous. Ne pensez pas que les sanctions de CEDEAO vont faire qu'on va vous abandonner. Et vous savez, au niveau du panafricanisme, nous avons eu une manifestation internationale le 22 janvier dans tous les pays d'Afrique où il y a eu des rassemblements au niveau de l'ambassade du Mali ou bien des consulats. Et c'est cette même manifestation au Burkina Faso donc, qui a mis pression au président Roch Kaboré. Nous avons dit que nous ne pouvons pas accepter que le président Kaboré va signer la sanction de la CEDEAO contre le Mali. Et dans ça aussi, Kaboré est tombé à cause des sanctions contre le Mali. Donc, vous voyez que les Africains se sont manifestés, les Sénégalais sont venus, les Guinéens sont venus soutenir le colonel Assimi Goïta. Donc, il dit que cette sanction les a appris beaucoup de choses. Voilà. C'est pas tout qu'on peut étaler sur la place publique, mais je sais que dans les jours à venir, dans 2 mois, 3 mois, maximum 6 mois, 1 an, le Mali va prendre un autre virage à 180 degrés, donc qui va encore donner plus de force et de détermination au panafricanisme. Et c'est ce que j'ai dit la fois dernière, ici sur ce même plateau, et cette levée de sanctions, ce n'est qu'une victoire d'État. Ce n'est pas tout qu'on peut dévaler sur la place publique. Mais moi, je sais, il y a des grandes choses qui arrivent. Et le Mali a compris qu'aujourd'hui, si le Mali ne part pas dans cette direction du panafricanisme, s'il revient dans l'ancien temps, comme le temps de l'antipode, ça sera fini pour la nation malienne et ça sera fini pour eux-mêmes. Parce que nous avons vu comment le capitaine Sanogo, ils l'ont flatté en 2012, il a fait marche arrière, mais il a compris le reste, ce qui s'est passé après. Et ça a sombré le Mali même totalement. Donc Assimi Goïta et ses collaborateurs ne sont pas dupes, ne sont pas naïfs. Ils vont aller dans le sens du panafricanisme. C'est la seule voie pour se libérer et il n'y a pas autre alternative. Aujourd'hui, quiconque va venir au Mali, si tu n'es pas prêt à aller dans la direction du panafricanisme, sache que le peuple malien et africain ne va même pas accepter, ne vont pas accepter. Et je profite de l'occasion pour dire que le Mali a vraiment pris le leadership du panafricanisme aujourd'hui, parce que le Mali a donné une place, un terrain, c'est-à-dire aux panafricains de construire un siège, de construire un siège à Bamako. Donc Assimi Goïta a compris. Il n'a pas été long dans son discours, parce qu'un discours qui est long, finalement, il n'y a rien d'important dedans. Un homme, quand tu veux parler, il ne faut pas bavarder beaucoup, tu parles un peu concis, précis. Voilà, il faut dire l'essentiel. Ça ne sert à rien d'étaler beaucoup de choses et à la fin, il n'y a rien. Moi, j'ai beaucoup apprécié son discours. Un discours très court et il a dit l'essentiel dans ce qu'il voulait dire. Et je pense que le peuple malien aujourd'hui doit être dans la même dynamique, même vision que les présidents, regarder dans la direction de construire une nouvelle Mali qu'on appelle en Bambara Malikoura. Et cette Malikoura-là, je demande à tous les partis politiques maliens, à toute la société civile malienne, de ne pas dire c'est pas moi qui est au pouvoir, je ne peux pas apporter ma contribution. Laissez tomber vos haches de guerre, voilà, vos guerres anciennes qui existaient. Il faut laisser tomber cela de côté et faire un bloc. Parce que si vous vous fissurez, l'ennemi va exploiter ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime pour déstabiliser le Mali. Alors que toute l'Afrique a l'espoir sur le Mali aujourd'hui. Donc, son discours est très bien. Moi, j'apprécie cela et je lui tire chapeau qu'il continue à avancer dans la direction du panafricanisme et que la victoire est au rendez-vous. Merci beaucoup. Nous remercions également M. Nestor Podessé pour ce premier jet d'intervention. Alors, M. Fonga, quels en sont les enjeux aujourd'hui? Alors, Madame Céleste Capel, nous avons commencé par dire une chose. Moi, j'ai commencé par dire une chose qui est claire, qu'il faut qu'on se comprenne très bien. La révolution a commencé. C'est un chantier. On est dans un chantier de révolution. Donc, ce n'est pas le discours qui vient démontrer le personnage d'Assimi Goïta. Ça vient juste affirmer ce qu'il est déjà. Parce que là, ça nous permet de mieux voir clair le personnage.
Mais nous savons que dès le départ de la révolution malienne, on devait avoir des difficultés, on devait avoir des traîtres, on devait avoir ces gens-là. Vous connaissez le traître, l'un des traîtres les plus célèbres aujourd'hui, vous le connaissez, qui a fait une déclaration, qui est un très grand imam. Bon, c'est leur fait, je ne vais pas entrer dedans. Mais on sait qu'il y a des défis à relever. Et l'ennemi ne dort pas. Nous savons qui est l'ennemi du Mali, du peuple malien. Nous savons les enjeux qu'il y a au Mali. Les enjeux, ce n'est pas seulement pour le peuple malien. Les enjeux, ce n'est pas seulement pour la CEDEAO. Les enjeux sont au-delà de cette sous-région. Les enjeux sont au niveau national. Et on peut même aller même plus loin. Les enjeux sont même mondiaux. Parce que le pont d'atterrissage de la Russie en Afrique, c'est au Mali. Parce que les contrats, les agissements de la Russie envers le Mali nous prouvent que c'est un engagement ferme pour arriver à des résultats clairs avec le Mali. Donc ce n'est pas une affaire d'amitié de on va ensemble, on essaye, on va faire. Non, c'est clair. Donc les enjeux sont aussi au niveau planétaire. Donc ce n'est pas seulement une affaire seulement de Assimi Goïta qui va, où il sera candidat, où il ne sera pas, où la transition va faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, c'est au-delà de ça. Les enjeux sont planétaires. Pourquoi? Parce que la vérité c'est que les peuples qui ont longtemps souffert du martyre occidental, c'est-à-dire les Américains, les Français, tous nous ont longtemps mis dans une posture embêtante. Ces peuples ont décidé de prendre leur liberté et de dire que maintenant le pôle d'influence n'est plus Washington. Le pôle d'influence maintenant a tourné, ou c'est la Russie ou c'est la Chine, et avec l'aide de certains pays africains comme le Mali. Donc le Mali s'est tourné véritablement pour dire que nous sommes des peuples révolutionnaires. Nous allons aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut rappeler, Assimi Goïta est la volonté du peuple. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a décidé d'être là. Parce que c'est ce que les gens veulent nous faire croire aujourd'hui. Que non, Assimi Goïta s'est imposé parce qu'il est militaire là. Non. Assimi Goïta est la volonté du peuple. C'est-à-dire, le peuple a décidé de faire sa révolution. D'ailleurs, on va arriver dans le deuxième sujet. Au niveau du Burkina Faso, on va dire certaines choses. Donc, le peuple a décidé de prendre sa liberté. Le peuple est allé chercher son pouvoir parce que ce qu'on oublie souvent, surtout les politiciens, ils oublient que le vrai patron de l'homme politique, c'est le peuple. Le vrai patron des présidents, des ministres, des DG, des machins, de tout cela, c'est le peuple. Ils peuvent te donner le pouvoir, ils peuvent le récupérer à tout moment. C'est pour ça que j'ai commencé par dire le président élu de la République du Mali. Parce que c'est une volonté populaire. Est-ce que vous savez que dans cette même CEDEAO, il y a des présidents qui ont été élus à moins d'1 million de personnes. Moins d'1 million. Dans cette même CEDEAO. Mais nous avons vu la grande marche du peuple malien. Dans tous les secteurs, dans tous les villages. Et quand on fait le calcul, on avait 4 500 000 personnes qui sont sorties pour soutenir, pour dire on en a marre de la France. On est d'accord avec les autorités de transition. Alors, pourquoi ne pas appeler Assimi Goïta son excellence le président élu? Pourquoi ne pas dire qu'il a bénéficié de la volonté populaire du peuple pour arriver? Et la preuve en est, le premier coup d'État, soi-disant le premier coup de révolutionnaire, des individus se sont comportés comme si c'était une affaire que c'est eux qui ont réussi à faire. Le peuple a commencé à grogner et Assimi Goïta était obligé de revenir prendre le pouvoir comme c'était dès le départ décidé. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, les enjeux sont clairs. Les enjeux sont là devant nous. C'est la liberté, c'est l'émergence, c'est le développement, c'est de nouveaux contrats. Parce que tout ce qui est en train de se préparer, vous savez,
les États-Unis vont armer le Maroc. La Russie va davantage armer le Mali et l'Algérie qui est aussi à côté. Vous voyez la guerre déjà, non? Parce que si les États-Unis veulent armer le Maroc, envoyer des hélicoptères, des machins et tout, c'est pour faire quoi? C'est pour que le Maroc soit capable d'attaquer l'Algérie. Et s'il faut attaquer l'Algérie, ça veut dire qu'on attaque le Mali. Parce que l'Algérie a pris langue, fait cause pour le Mali. Donc vous comprenez que les enjeux sont au-delà des affaires de Maliens. Donc, peuple malien, ce n'est pas une affaire de mandat. D'ailleurs, vous avez déjà donné le vrai mandat, la vraie onction. La vraie onction du peuple a déjà été donnée à Assimi Goïta. Aujourd'hui, ce qu'il reste, c'est que les vraies décisions, parce que, et c'est là où moi je voulais arriver, docteur Yamtimba. Le Mali, ce n'est pas parce qu'on a enlevé, on a suspendu, on a annulé les sanctions que le Mali doit revenir dans la CEDEAO. Je dis bien, ce n'est pas parce qu'on a annulé les sanctions que le Mali doit revenir dans la CEDEAO. Parce que l'objectif premier, c'est de sortir le franc CFA. On ne peut pas continuer avec le franc CFA. Donc si le Mali revient dans la CEDEAO, ça veut dire qu'ils vont continuer à utiliser le franc CFA. Ils vont continuer à être dans le même système monétaire, dans le même système politique, dans le même système. Donc en fait, c'est une stratégie de l'ennemi pour davantage récupérer le Mali. Mais non. Il faut qu'il continue dans la même logique, qu'il continue à fonctionner comme si la CEDEAO n'existait plus. Et moi, je pense que la CEDEAO n'existe plus. Il faut qu'ils continuent à fonctionner comme ils ont fonctionné. Maintenant, parce que la CEDEAO des peuples continue à fonctionner, hein, je fais toujours la différence entre la CEDEAO institutionnelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire des Macky Sall, des Ouattara, de Sissoko Embalo, de Bazoum, de machin. Ça, c'est la CEDEAO institutionnelle. C'est-à-dire des gens qui viennent se réunir pour boire du café, manger des biscuits et dire, bon, ok, on attend le coup de fil de Macron, là, de Nana Akufo-Addo attend le coup de fil de Macron. Oui, patron, tu vas, on fait comment? Bon, annuler les sanctions, ou bien maintenir les sanctions, ou bien faites ceci. Et au Burkina Faso, on fait comment? Non, attendez d'abord un peu. En Guinée-Conakry, on fait comment? Oui, on va voir. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut être clair et décisif. Le Mali a pris une option. Je pense que le Mali a de l'or. Ils peuvent déjà créer une monnaie qui peut déjà s'adosser à l'or. Point. On annule ce qu'ils appellent le franc CFA. Et d'ailleurs, la CEDEAO doit payer les dommages et intérêts à ce pays-là. Parce que vous avez gardé notre argent sans... la Banque centrale, hein, c'est la BCAO. Ils ont gardé leur argent. Ça produit des intérêts sans qu'ils n'utilisent. Le Mali a son argent à la BCAO. Ils n'ont pas utilisé pendant un bout de temps. Donc il faut que la BCAO paye les dommages et intérêts. Parce que vous ne pouvez pas venir aujourd'hui dire que non, on a levé les sanctions et les conséquences alors. Qui paye les frais? Je vous ai toujours dit ici, la CEDEAO des peuples continue à fonctionner, c'est-à-dire on a vu la grande marche, n'est-ce pas, des gens qui sont sortis du Sénégal, pour le Mali, pour Bamako. Oui, parce que la CEDEAO des peuples continue à fonctionner. On a vu la Guinée-Conakry dire que non, moi je ne ferme pas ma frontière. On continue à commercer, on continue à échanger. On a vu des décisions aussi importantes. Donc, la CEDEAO des peuples continue à fonctionner, mais la CEDEAO institutionnelle fait croire que c'est elle qui a encore le pouvoir. Non, elle n'a plus de pouvoir, ça ne vaut absolument rien. Cette CEDEAO est déjà morte depuis. Nous savons que nous avons une nouvelle CEDEAO, la CEDEAO des peuples qui est en train de se constituer, qui s'est constituée et continue à fonctionner ensemble. Donc, que des Maliens vivent comme si la CEDEAO n'existait pas. Alors, vous faites bien, hein, Monsieur André-Christophe Fanga, de revenir sur les résolutions de ce sommet à Accra de la CEDEAO le dimanche 3 juillet dernier. Alors, Monsieur Luc Michel, parmi ces résolutions, outre la levée des sanctions à l'endroit du Mali, du Burkina Faso, mais également de la Guinée-Conakry, il y a également l'exigence de non-participation des militaires aux élections. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui? Quels sont les enjeux aujourd'hui, surtout sur le plan économique? Parce que, il faut le souligner, le colonel Assimi Goïta, dans son discours, a invité les Maliens à une participation active pour le développement du pays. Écoutez, depuis le début des coups d'État anti-occidentaux,
le vieux système, avec l'aide de la CEDEAO et de l'Union européenne, essaye d'organiser le retour des vieilles forces france-africaines. Pour cela, évidemment, il faut dans le futur de ces pays éliminer les militaires. C'est cela, cette exigence de la CEDEAO. Je crois que ce n'est pas réalisé, que ça ne marchera pas. On dit déjà d'ailleurs que certains d'entre eux démissionneront de l'armée pour se présenter aux élections. Mais il est bien certain que l'avenir de la révolution malienne, mais également dans les autres pays, il dépendra de mettre au point un nouveau paysage politique. Ce paysage politique, il tourne le dos au parti de la France-Afrique. Il organise une nouvelle société civile, une nouvelle société politique, et évidemment les militaires qui sont une composante essentielle de ces révolutions. Je vois avec satisfaction qu'en particulier au Mali, Yérémolo est en train d'organiser des comités révolutionnaires comme dans le Cuba de Castro et la Libye de Kadhafi. C'est le gage que la révolution continuera et que les tenants de la France-Afrique ne réussiront pas à saboter le processus révolutionnaire. Alors, Monsieur Jonathan, Monsieur Docteur Yanchimba, vous avez souligné lors de votre précédente prise de parole des enjeux économiques, mais également sur le plan social. Entrons en profondeur même sur ces enjeux. Bah écoutez, madame, il y a beaucoup de questions essentielles qu'il faut lire derrière le discours du président Assimi Goïta. Au fond, le temps de la révolution, si vous voulez, de l'expression des principes révolutionnaires, pour lui, est arrivé à son terme. Aujourd'hui, il s'agit de les implémenter, d'en faire des rappels quand cela est nécessaire, de s'assurer de leur suivi et de leur implémentation. Mais il faut passer maintenant à la formulation et à l'expression claire et précise de ce qui est la base sur laquelle se tient une révolution. Une révolution se tient d'abord sur une base économique qu'elle doit rapidement instaurer pour s'assurer que elle puisse se pérenniser. Ne l'oubliez pas, la société ne naît pas pour déclamer des valeurs ou pour déclamer, pour rejeter d'autres personnes. La société naît d'abord pour satisfaire les besoins des individus qui la forment. Clairement, le gouvernement actuel est au pouvoir parce qu'il y avait des besoins que les Maliens n'arrivaient pas à satisfaire. Se nourrir, se loger, s'éduquer, se soigner, etc. Et ce sont ces besoins de base qu'il s'agit aujourd'hui de pouvoir satisfaire, parce que si on n'arrive pas à les satisfaire, eh bien, on ne pourra pas du tout soutenir la révolution. Il n'y a pas de révolution qui se fait dans la pauvreté ou dans l'appauvrissement du peuple. Voilà la raison pour laquelle on a bien vu que le président a appelé les Maliens à l'union sacrée et les a appelés à s'assurer de s'investir dans la défense de leurs intérêts, dans les intérêts supérieurs de la nation. Mais les intérêts supérieurs de la nation, c'est quoi? Vous me direz, les intérêts supérieurs de la nation, c'est probablement retrouver l'intégrité territoriale du Mali, la souveraineté du Mali. Mais lorsque vous aurez retrouvé la souveraineté du Mali et l'intégrité territoriale du Mali, eh bien, comment est-ce que vous allez pouvoir financer tout cela? Comment est-ce que vous allez pouvoir entretenir tout cela? Comment est-ce que vous allez pouvoir vous assurer que les hommes et les femmes que vous appelez à s'engager fermement dans la défense des intérêts supérieurs de la nation sont des personnes qui ne vont pas retomber dans les préoccupations quotidiennes, dans les préoccupations de la vie de tous les jours? Eh bien, nous nous souvenons tous qu'il y a quelque temps, le Mali a eu besoin le Mali a lancé la construction d'une cimenterie d'une valeur de 50 milliards de francs CFA, parce que
nous voyons derrière de tels actes, parce que le Mali aurait pu lancer, je ne sais pas moi, la construction d'autres choses, mais on voit très bien la projection de la construction du pays qui a besoin d'infrastructures, qui a besoin de pouvoir demain disposer de ciment pour construire à la fois des infrastructures qui abriteront les administrations, mais également des routes et bien d'autres choses. Mais cela indique quelque chose, parce que pour faire du ciment, vous avez besoin d'exploiter des choses comme le calcaire, etc. Cela veut dire que le Mali se tourne résolument vers l'exploitation de ses ressources naturelles. Or, l'exploitation de ces ressources naturelles-là va obliger le Mali à s'engager sur 2 ou 3 choses définitivement. Le Mali peut-il aujourd'hui se lancer dans l'exploitation de ses ressources naturelles dans le contexte monétaire actuel du franc CFA? Je vous donne quelques chiffres. La bauxite, 1,2 milliard de tonnes. C'est pas grand-chose si on vend le minerai naturel, c'est à peu près 13 $ la tonne. Donc ça représenterait pas grand-chose, ça ferait à peine 12, un peu autour de moins de 15 milliards de dollars. Mais si le Mali produit de l'aluminium, ce qui représente à peu près 300 millions de tonnes, parce que pour avoir une tonne d'aluminium, vous avez besoin d'utiliser 4 tonnes de bauxite, ça ferait 300 millions de tonnes d'aluminium au coût de 2467 $ la tonne. Cela représente 740 milliards de dollars. Pourquoi le Mali se lancerait à produire tout cela pour que le mécanisme du franc CFA capte toute la valeur ajoutée qui sera produite? Le Mali, c'est aujourd'hui, et là je vous parle d'une mine de bauxite, je ne parle pas de tout le Mali, je vous parle d'une mine, une seule, de lithium, c'est la mine de Goulamina, c'est 880 000 tonnes de lithium. Au cours actuel, ça représente 40 milliards de dollars de revenus potentiels. Vous avez 645 millions de barils de pétrole simplement dans la zone qui ont été donnés à une seule entreprise qui s'appelle Baraka Petroleum. Ça fait 64 milliards de dollars au cours actuel du baril de pétrole. Et ça fait 9 000 milliards de mètres cubes de gaz, ça fait environ 50 milliards de dollars. Si vous y ajoutez les 700 milliards de mètres cubes d'hydrogène, vous atteignez la faramineuse somme en termes de valeur du gisement d'hydrogène du Mali. Je parle seulement d'une seule mine, celle de Bouraké-Bougou. Bouraké-Bougou, 10 500 milliards de dollars. Pourquoi le Mali devrait les exploiter pour maintenant que quelqu'un, via un contexte monétaire prédateur, capte toute cette valeur pour s'enrichir pendant que les Maliens ne gagnent rien? Voilà les problèmes de fond et voilà pourquoi un président qui a pris la peine de regarder tout ça dit à son peuple, c'est le temps de l'union sacrée. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec vos problèmes personnels. Vous avez simplement l'hydrogène liquide, 10 500 milliards de dollars. C'est la moitié du PIB des États-Unis sur un produit. La moitié du PIB des États-Unis sur un produit. Alors, quand vous avez tout cela, je crois que ce président s'est retenu de pleurer devant les Maliens. Mais quand vous l'écoutez, moi je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais moi j'ai entendu un homme qui pleurait, qui disait c'est inacceptable. Et il a vu tous les bruits de couloir qui ont eu lieu lors de l'adoption de la loi sur du code électoral. Il pleurait, il dit mais regardez ce à quoi vous vous livrez. Voilà ce qui intéresse les autres. Voilà ce qui les intéresse. Tout ce que vous faites, la code électorale, c'est elle qui va donner qui va gagner les effets. Voilà, faites tout ce que vous voulez, mais voici ce qui intéresse les autres. Parce que quand vous avez 740 milliards de dollars d'aluminium, le monde entier s'assied pour vous parler. C'est ça les vrais enjeux et c'est ça les intérêts supérieurs de la nation, c'est pas autre chose. Je ne peux pas parler de tout parce que je ne peux pas parler du sel. Tu n'as pas parlé de... Je ne peux pas parler du cobalt, je ne peux pas parler du nickel, je ne peux pas parler du fer, du manganèse. Je ne peux pas parler de la cassitérite, je ne peux pas parler de tout ça. Et quand j'ai parlé du pétrole, c'était sur les 700 000 km qui ont été donnés en exploration. Et si là, je vous parle simplement d'un petit bloc d'à peine 9 000 km². Je ne parle pas de tout. Donc,
Et vous comprenez pour quelle raison je ne fais que répéter que l'Afrique n'est pas pauvre. Et l'uranium aussi. Hein. Non, je n'ai pas parlé de ça. Parce que si on commence à parler de tout, je pense que tout le monde va se lever le lendemain matin et se dire, vraiment, donner notre argent va où? C'est tout. Donc, voilà les vrais intérêts supérieurs de cette nation. Vous les contrôlez, la révolution malienne réussit. Vous ne les contrôlez pas. La révolution malienne va s'effondrer et ce sera le retour à l'âge de pierre. Parce que ceux qui ont été chassés ne reviendront pas simplement pour se réinstaller. Ils viendront pour vous la faire bien et vous rappeler à quel point c'était totalement inacceptable de les faire partir. Donc, ces intérêts supérieurs de la nation, je crois que vous avez un président parfaitement conscient et clairement lucide sur ce qu'il y a à faire et sur quels sont les vrais intérêts du Mali et sur la prochaine étape de ce que le Mali doit être. Et il faut financer ces élections présidentielles. Il ne va pas les financer avec ses doigts. Ces intérêts supérieurs vont financer ces élections présidentielles, régionales, législatives, locales, etc. Je veux dire. Et nous devons tous, autant que nous sommes africains, nous assurer que les Maliens ne lèvent pas les yeux, que leurs yeux restent focalisés sur ces intérêts supérieurs. Parce que c'est ça, leurs intérêts. Et tant qu'ils resteront le regard focalisé dessus, ils pourront donc, grâce à l'exploitation de leur gaz et de leur pétrole, fabriquer des engrais. Et grâce à ces engrais, le Mali redeviendra ce qu'il était au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge et au début, juste pendant les siècles avant le début de l'esclavage, à savoir le grenier qui nourrissait tout le Sahel, tout le Sahara et le nord de l'Afrique. Donc voilà ce qu'on doit entendre. Et voilà ce qu'il faut comprendre. Et voilà pour quelle raison. Encore une chose qu'il faut répéter. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui les Africains sont revenus, on reprend l'initiative historique. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce changement-là, n'est pas lié aux intérêts de Washington, de Moscou, de Pékin, de, je sais pas moi, Londres, Paris. C'est lié au fait que vous avez un peuple qui dit, à compter d'aujourd'hui, nous devons reprendre le contrôle de notre pays. Et ce pays se met à se battre pour cela, mais il ne faut pas du tout que les luttes de pouvoir, les révolutions de palais viennent faire oublier à ce peuple la raison pour laquelle les autres sont venus sur son territoire et la raison pour laquelle il s'est levé en réalité. Parce qu'il ne s'est pas levé parce qu'il y avait un ambassadeur à faire partir. Mais il y aura toujours un ambassadeur français à Bamako. Parce que tant que la France existera, le Mali, qui est un pays ouvert, ne dira pas « je n'entretiens pas de relations diplomatiques avec tel pays ». Donc ce n'était pas pour chasser un ambassadeur, mais c'était pour dire « nous avons besoin de nous assurer que toutes les ressources du Mali permettent aux Maliens de vivre bien ». L'or seulement que le Mali a exporté, là, qui est sorti du Mali l'année dernière, 64 tonnes d'or, à 59 millions d'euros la tonne, aurait dû permettre au Mali d'avoir 5 milliards d'euros. C'est-à-dire 1,5 fois son budget de cette année. Donc le Mali je vous parle de tout le budget qui est constitué de l'apport de toutes les ressources du Mali et de toutes les activités. Mais une seule ressource aurait apporté au Mali 1,5 fois son budget de cette année. Vous comprenez fort bien que les intérêts supérieurs des Maliens, qui sont fondamentalement économiques tels que nous venons de les présenter, sont également, c'est cette base économique qui va permettre de gérer les autres intérêts qui sont politiques, l'intégrité territoriale du Mali, la justice au Mali, le financement de l'armée, donc de la sécurité du Mali, et la construction du Mali dans lequel qui va développer les ressources humaines de ce pays-là et lui permettre une meilleure vie. Merci pour cette analyse minutieuse sur les enjeux économiques. Alors, Monsieur Issa Diawara, Dr Yantimba vient de présenter l'énorme potentiel économique que regorge l'État du Mali. Alors, selon vous, quels sont les enjeux aujourd'hui? Est-ce ce potentiel économique qui pousse justement les États occidentaux, la France, l'Union européenne et en général l'Occident, à multiplier les pressions à l'endroit du Mali et exiger même la non-participation des militaires, ou bien il y a d'autres éléments qui entrent en jeu?
Monsieur Issa Diawara, vous avez la parole. Merci bien, merci. Vous avez une chose est d'avoir un réel potentiel économique. Une chose est de savoir protéger ce potentiel économique et une chose est de savoir exploiter ce potentiel économique. Voici ce qui manque peut-être aux dirigeants africains actuels. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous avons des réels potentiels. Maintenant des vautours ou des charognards qui rôdent tout autour. Madame, quand vous avez une maison où il y a vraiment du trésor, vous devez développer les moyens nécessaires pour protéger vos trésors et savoir exploiter ces trésors. Tant que vous ne serez pas en mesure de protéger ces trésors, tout ce que vous allez tenter risque de tomber à l'eau. Parce qu'un beau jour, quelqu'un va faire incursion chez vous et s'approprier de tout ce qui vous appartient. Aujourd'hui, il urge pour le Mali de développer davantage nos outils de défense et de sécurité. Ça, c'est ce qui est très capital pour le Mali, vu ce potentiel économique. Ensuite, il faut savoir exploiter ce potentiel. Former des jeunes Maliens, former les Maliens à l'exploitation de ce potentiel. Il ne s'agit pas pour l'Afrique de se battre et de livrer chaque fois son potentiel économique, de laisser cela à l'exploitation d'autres puissances. Il s'agit pour l'Afrique d'avoir la technologie nécessaire d'exploiter ses potentiels. Généralement, quand les étudiants africains ont des bourses de formation, généralement ce sont des bourses de formation en sociologie, je ne sais pas, en littérature, en quoi? En des spécialités qui n'ont rien à voir avec l'exploitation ou la transformation de nos ressources minières. C'est de ça qu'il s'agit. Comment transformer ces ressources? Il faut avoir cette vision à long terme pour l'Afrique. Si nous voulons faire du Mali un pays industrialisé, une puissance industrielle, et faire de l'Afrique en réalité un continent industrialisé qui en réalité va faire tomber les industries de ceux qui sont en train de nous exploiter. Puisqu'il n'y aura pas une Afrique industrielle, une Afrique industrialisée avec une Europe industrialisée au même moment. Nous, notre montée, c'est l'échec de l'Occident. Quand nous allons monter en puissance, c'est l'échec de l'Occident. Donc il nous faut des outils de dissuasion qui puissent garantir notre montée en puissance. C'est de ça que nous avons besoin. Et pour cela, il faut que la Russie et la Chine assument pleinement leur leadership dans ce sens. Puisque la Russie et la Chine, qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce que ces pays ont en commun avec l'Afrique? C'est que nous sommes tous les agressés. Nous sommes tous des pays qui regorgent de certaines ressources et que nous, aujourd'hui, nous sommes vus comme ceux qui sont en train de perturber le fameux ordre mondial autrefois établi par l'hégémonie américaine. Si nous voulons déloger les Américains de leur hégémonie, nous voulons déloger le bloc occidental de l'exploitation de l'Afrique, du monde, de l'Asie. Mais qu'est-ce qu'il nous faudrait faire? Il faudrait en réalité que nous ayons une feuille de route bien définie. Il faut que la Chine, aujourd'hui, qui est une puissance économique au sein de notre bloc, puisse assumer pleinement son rôle. Vous ne pouvez pas comprendre que quand il y a eu la crise du côté de l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés ont injecté plus de 65 milliards à l'Ukraine et que du côté du Mali, quand il y a eu cette crise, on n'a pas réellement senti le poids économique de la Chine, mais qui aujourd'hui dépasse de loin les États-Unis. Et aujourd'hui, les alliés de la Russie sont les plus embêtés dans le monde. On est en train d'armer le Maroc face à l'Algérie, on est en train d'armer le Niger et autres face au Mali. La CEDEAO est en train d'être otanisée. Maintenant, qu'est-ce que la Russie doit encore? La Russie fournit déjà des efforts, mais il faut accélérer les choses. C'est que nous sommes en train, le monde va droit vers une troisième guerre mondiale. Et tout le monde veut avoir les mêmes mises sur les ressources naturelles d'Afrique, les ressources premières. Parce que c'est à partir de l'Afrique qu'on peut fabriquer suffisamment de chars de combat ou encore autres moyens et autres technologies. Si l'Afrique regorge ces choses-là et que l'Afrique est menacée autant que la Russie et la Chine du côté de Taïwan, nous devons conjuguer ensemble, nous devons avoir une feuille de route. Il faut que chacun assume notre dessein commun. Qu'on le veuille ou pas, les circonstances du monde font qu'aujourd'hui, le Mali, une bonne partie de l'Afrique tout entière derrière, la Russie, la Chine, le Venezuela, le Cuba, nous sommes l'Iran, nous sommes condamnés à mettre en place un bloc solide, mettre en place un OTAN but pour protéger nos intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Sans de telles propositions, madame, nous serons là chaque fois à narrer, à relater ce que les autres sont en train de nous faire.
Je dis chaque fois, moi, j'en veux pas beaucoup aux voleurs qui sont en train de me voler, mais moi, je m'en vais de laisser un voleur me voler sans pouvoir empêcher que cela n'arrive. Il s'agit pour nous d'empêcher que ces gens-là continuent de nous voler. Il s'agit pour nous d'empêcher que ces gens-là continuent de nous exploiter. Oui, le Mali a des potentialités réelles, des vrais potentiels réels, des vrais potentiels économiques, et c'est ce qui aujourd'hui fait la difficulté du Mali. Or, c'est ce qui doit être le salut du peuple malien. Au lieu que nos ressources soient notre bonheur, nos ressources aujourd'hui contribuent à notre valeur. Mais ça, c'est ça le paradoxe. Comment faire de nos ressources le bonheur, comment faire de nos ressources notre salut, comment faire de nos ressources, en tout cas le bien-être de nos populations, c'est de ça qu'il est question. Et je pense que les dirigeants africains doivent assumer pleinement ce rôle. Le colonel Assimi Goïta doit assumer ce leadership au sein de la CEDEAO et doit assumer ce leadership au niveau de toute l'Afrique. On ne peut pas comprendre que des dirigeants qui veulent libérer l'Afrique continuent d'être assassinés et ceux qui veulent maintenir l'Afrique dans une longévité, en tout cas dans l'esclavage, continuent à avoir une longévité au pouvoir. Il s'agit pour des gens comme le colonel Assimi Goïta d'assumer leur leadership et de provoquer des situations qui vont permettre les questions, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. C'est qu'il faut mettre en œuvre. Il faut que le Mali assume son leadership dans ça. Comment sauvegarder le potentiel économique, non seulement du Mali, mais de tous les pays africains, y compris de ceux qui ont peur. Les peurs n'ont pas, les périls n'ont plus leur place. Il faut que le Mali crée des conditions pour que les panafricains, c'est de ça qu'il s'agit. Et tous les débats qui vont aller dans ce sens, je pense que cela va pousser les patriotes africains à prendre le pouvoir dans tous les pays d'Afrique. C'est la seule façon de se libérer. Sinon, le Mali ne réussira pas seul. Il faut que d'autres pays suivent le Mali. Merci. Issa Diawara pour cette analyse globale concernant justement la situation sociopolitique mais également économique des États africains. Alors, Monsieur Jonathan Batengene, alors la question même revient encore sur la table des débats, cette non-participation des militaires aux élections au Mali. Et justement, M. Issa Diawara, Dr Yantimba, sont revenus sur le vaste potentiel économique que regorge l'État du Mali. Est-ce une volonté pour les Occidentaux d'écarter le colonel Assimi Goïta qui aujourd'hui vient de tenir un discours assez fort pour rassembler mais également pour diriger les regards vers un objectif commun, les intérêts supérieurs de la nation? Il s'agit d'une diversion montée par les spécialistes de l'affaire. Ils sont dans leur attitude classique. Quand il faut créer un problème dans le problème, on le suscite avec par voie de presse, par voie médiatique, mais aussi par voie diplomatique. Et dans le cas d'espèce, ils ont procédé par voie diplomatique, puis renfort médiatique. C'est une diversion extrêmement mal menée parce que les éléments de la transition ne portent pas sur le type de dirigeants futurs qui vont émerger au Mali. Ça porte essentiellement sur la normalisation de l'État malien. Et la normalisation de l'État malien, c'est quoi? Parce que pour comprendre la normalisation, il faut comprendre la normalisation, c'est-à-dire le cas contraire. La normalité malienne, c'était un État qui se présentait comme tel aux yeux du monde, avec 40% de son territoire. Le principe déjà d'inviolabilité, d'indivisibilité de l'État et d'inaliénabilité de l'État était déjà rompu. C'était des principes qui n'avaient plus lieu d'être. Donc l'État malien était handicapé, donc ne pouvait plus se présenter de manière forte comme étant un État existant au sens strict du terme, amputé d'une grosse partie de son territoire, contrôlé désormais par des hordes de barbares, des bandes armées
que l'on a décidé de traiter, d'appeler terroristes. Armés ces terroristes par un ensemble de partenaires qui se prétendaient être les partenaires de l'État du Mali. Voilà la situation anormale. Si on regarde les enjeux de cette situation anormale, le docteur Yam a si clairement défini les enjeux économiques qui sous-tendent, et on dira géostratégiques. Du point de vue géopolitique, il y a d'autres enjeux. Il y a le maintien de la France au sein du Conseil de sécurité. Il y a le contrôle du trafic à partir du trafic intracontinental à partir du contrôle du Sahel. Il y a la déstabilisation d'un ensemble d'États qui ne leur sont pas favorables. Ici, c'est principalement l'Algérie, parce que c'est le seul pays qui a échappé à l'hégémonie occidentale quand vous prenez à partir du golfe de Guinée jusqu'au Maghreb. Et ces enjeux-là sont aujourd'hui en lambeaux du point de vue de ceux qui voulaient contrôler à la fois les ressources et tous ces éléments. Maintenant, le président Assimi Goïta est rentré aussi dans une nouvelle ère. Il a expliqué aux Maliens on va affronter un nouveau cap. Et il leur dit, dans le cadre de la normalisation de l'État malien, on va pousser à bout nos stratégies sécuritaires. Il a parlé donc de la montée en puissance des dispositifs de sécurité maliens. Et ces dispositifs ont déjà montré leur pertinence. Vous vous souvenez, avec l'opération Kélétigui, comment la bande à Amadou Koufa a été mise en difficulté dans la Katiba Massina. Vous vous souvenez comment, il y a quelques jours, à Amdenram Boukan, les soldats maliens ont mis encore en déroute une bande de barbares terroristes qui étaient là-bas dans leur repli stratégique. Et on voit aujourd'hui que les bases françaises qui essaimaient en tant que force d'occupation sont davantage remplacées par des bases maliennes avec leurs alliés russes. Donc, les Maliens sont en train de normaliser leur État. Aujourd'hui, ils ont le contrôle de plusieurs localités. On parle déjà de près de 60% du territoire qui est sous contrôle de l'armée. Et on annonce que les prochaines offensives vont permettre de restaurer jusqu'à 80%. La normalisation donc de l'État malien est en cours. Il y a la normalisation également de la vie politique. Vous aviez une vie politique hautement extravertie. C'est-à-dire des acteurs qui ne répondaient pas du peuple malien. Le pasteur Fanga a expliqué le processus de légitimité populaire qui avait disparu. Les individus allaient se faire corrompre à Paris pour revenir à coups de millions acheter les populations. C'était la démocratie du ventre, pour emprunter l'expression à un fameux africaniste. Mais le président Assimi Goïta a remis dans le jeu politique les convictions politiques. Les individus s'engagent au gré des convictions. Parce qu'ils croient au système gouvernant, parce qu'ils croient aux politiques qui sont mises en œuvre, ils adhèrent au système de gouvernance. Ça, c'est un élément de normalité qui est revenu. On a également la cyberdémocratie malienne qui est en train de se développer. Regardez les sociétés civiles maliennes. Elles participent activement à la démocratisation du Mali. Vous avez des leaders d'opinion qui sont aujourd'hui devenus des personnalités de premier plan au Mali. Et le cas le plus patent, c'est notre sœur Amina Fofana, qui se bat à partir de la société civile. Il faut noter que c'est très rare de voir en Afrique qu'à partir de la société civile, des acteurs politiques se retrouvent intégrés dans le jeu politique. Au Mali, ça a été possible. Et l'histoire retient que ça s'est fait avec le président Assimi Goïta. La normalisation est donc là. On a donc une démocratie représentative qui est en train de s'organiser. On a le critère de légitimité interne qui est en train de revenir. On a la normalisation au niveau sécuritaire qui est en train de revenir. Et le docteur Yama a touché un élément fondamental. Le président Assimi Goïta, effectivement, quand il parle, je voyais aussi ce côté, il y avait ce côté, je dirais pas de là, mais il y avait ce côté de ferme conviction qu'on tient notre pays du bon bout. Et il y avait aussi cet élément, parce que je me souviens toujours qu'il est un militaire. Donc, vous savez que quand un militaire vous supplie en vous disant revenez sur le bon chemin, c'est aussi une menace voilée. Une manière de vous dire, si vous vous entêtez quand même, j'ai déjà fait votre deuil.
il y a ce message fort que le président Assimi Goïta est en train de passer à tous ceux-là qui seront des irrédentistes. Il leur dit avec beaucoup de politesse, vraiment, l'État est prêt à s'agenouiller pour vous appeler. Mais notez-le, l'État ne s'aplaventrira pas devant vous. L'État restera debout. Ce moment est une opportunité pour vous de rejoindre la République en pleine construction. C'est le moment d'entrer dans le train. Bientôt, la locomotive va se déplacer et elle ira très vite. Pour ceux qui voudront se placer devant la locomotive, eh bien, qu'ils seront écrasés par le train. Et pour ceux qui auront perdu le train, qu'ils ne se lamentent pas. Le président Assimi Goïta marque un temps d'arrêt pour demander à tous les Maliens de reprendre conscience. Tous ceux qui avaient été phagocytés à ce système de corruption internationale, il leur dit qu'il est temps de changer, le cap a changé. Et dans les perspectives, il y a quelque chose d'important. Oui, Issa Diawara et le pasteur Fanga ont noté une chose. On est au niveau international aussi. Hein. Le Mali, ce n'est plus le Mali de l'Afrique. Le Mali, non, c'est plus seulement le Mali de l'Afrique, c'est vrai, pasteur Fanga. C'est devenu un Mali qui est dans les enjeux de leadership mondial. Ce Mali n'a qu'un pas à franchir. Dès qu'il se coupe de la monnaie, le franc CFA, même s'il ne sortait pas de la CEDEAO, parce que là c'est aussi un élément qu'il pourrait réaliser, s'ils intègrent les BRICS, Madame Capen et tous les Africains qui nous écoutent, si le Mali intègre les BRICS, le Mali vient de clairement challenger les États-Unis au niveau du leadership mondial. Et c'est d'ailleurs pourquoi le deuxième sujet est important. C'est pourquoi les États-Unis ne regardent plus ce Mali-là de l'œil d'hier. Ils ont même dit, regardez à quel point ils sont venus dire à la France, quittez, vous ne savez pas gérer le dossier, nous-mêmes, on le prend en main. Quand vous êtes dans un cabinet d'études, le jour où le directeur général du cabinet d'études s'empare de votre dossier, sachez que, 1, il mesure les enjeux majeurs du dossier pour l'ensemble du cabinet. 2, il se rend compte que vous n'avez pas conscience de ce que vous faites. Vous êtes en train de jouer, la confiance qu'il vous accordait est imméritée. Donc actuellement, le Mali est rentré dans les enjeux de leadership mondial. Et le président Assimi Goïta supplie l'ensemble des Maliens qu'ils doivent prendre conscience pour que eux tous soient soudés, unis pour une victoire dans ce challenge international. Lui, il a conscience des nouveaux enjeux. Mais on sait qu'il y a encore une petite classe politique corrompue qui pense que les 23 millions d'euros de Macron, c'est la lune qui leur a été décrochée. Ou bien c'est le paradis qui leur est offert. Le président Assimi Goïta vous passe un message. C'est à ceux-là qui s'adressent prioritairement. Il est temps pour eux de rejoindre le train Mali. Alors, Monsieur Nestor Podacé, en quelques mots, Mali pose sanction, c'est quoi la suite? En quelques mots, s'il vous plaît, Monsieur Nestor Podacé. Ok, mais Mali pose sanction, moi je vois qu'une belle avenir, avec une indépendance totale, avec une Mali industrialisée, avec une Mali où chaque Malien sera un investisseur chez lui pour le bonheur du peuple malien et de l'Afrique en général. Merci. Nestor Podacé, alors chers invités, direction à présent, voilà, allez-y. Un petit élément. Allez-y. Parce que ils ont donné le potentiel et tout ce qu'il faut. Il faut dire une chose. De manière historique, le Mali a toujours été au devant de la scène. Quand vous dans toutes les études anthropologiques, dans toutes les études historiques et tout le reste, vous allez retrouver que le Mali, ce territoire a toujours été au devant de la scène par rapport aux enjeux mondiaux. Donc, il ne faut pas que le Mali rate le cours de l'histoire. Parce que l'histoire est en train de se répéter. Et d'ailleurs même, nous savons que l'histoire est cyclique. Elle va, elle revient, elle va, elle revient, elle va, elle revient. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation du Mali positionne l'Afrique à une position où on prend le leadership mondial ou on ne prend pas. Parce que tel que vous l'avez expliqué, Dr Yam, ça c'est seulement le cas du Mali. Et on n'a pas récité toutes les ressources des autres de cet État-là.
Donc si on allait en profondeur, vous allez retrouver que c'est un scandale mondial, planétaire, les pays d'Afrique, en matière de ressources. Mais on va nous rabâcher les oreilles tous les jours. Vous êtes pauvres. Vous êtes malade. Vous n'êtes pas assez intelligent. Vous n'êtes pas assez fort. Vous n'êtes pas assez... Non, on n'a plus besoin de tous ces différents éléments-là. Même avec notre faiblesse, même avec notre pauvreté, on va se débrouiller et on va faire ce qu'on peut faire avec. D'ailleurs, même dans la débrouillardise, on a mangé le mbiatoué. Dans la débrouillardise, et le mbiatoué, c'est le meilleur crevette qui existe. Ceux qui ont les oreilles peuvent m'écouter. Donc dans notre débrouillardise, comme nous dit là, on a mangé les meilleurs repas. Donc que les gens ne nous fassent pas croire que non, vous êtes pauvres, vous n'avez rien, vous ne pouvez rien. Nous pouvons tout. Parce qu'en réalité, le Mali où le Mali est placé là, c'est un chemin de non-retour. Parce que si le Mali fait un pas en arrière, c'est l'Afrique qui tombe. En fait, le Mali est en train de supporter le poids de tout un continent. Le Mali est en train de porter le poids de tout un continent pour juste un seul élément, la liberté. Et si on réussit, c'est terminé. Je pense que l'Europe va tomber. Les États-Unis seront, peut-être même, on a dit que la France sera 20e. Hein. La France serait même 102e. C'est les plus optimistes qui parlent. Mais bien sûr, parce que si vous dites que la France sera 20e puissance sur les 14 États ou 15 États de la... mais attendez, la France va se retrouver 120e ou bien 148e pays le plus pauvre de la planète. Parce que la vérité, c'est que même le Niger, qu'on a classé si c'est avant-dernier dans l'indice de développement là, sera meilleur que la France.